Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le cours d'état de choc cardiogénique qui est l'objectif numéro 27 de votre enseignement dans le cadre de votre cycle de préparation du concours de Résidana. À la fin de ce cours, vous devez être capable de, premièrement, définir un état de choc cardiogénique, deuxièmement, expliquer la régulation intrinsèque et extrinsèque du débit cardiaque, troisièmement, expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques de l'état de choc cardiogénique. Ensuite, établir le diagnostic, qu'il soit positif, étiologique ou différentiel. Décrire les mécanismes d'action des inotropes positifs. Et ensuite, planifier la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit symptomatique ou étiologique. Pour définir le choc cardiogénique, je vous rappelle qu'il s'agit de la forme la plus sévère et la plus grave des insuffisances cardiaques. En effet, celle-ci a été récemment classée en 5 classes d'insuffisance cardiaque selon la présentation clinique et biologique. Le choc cardiogénique occupe le scénario 3. En effet, pour définir un choc cardiogénique, on peut le résumer en une réduction du débit cardiaque. Ce débit cardiaque il est secondaire à une défaillance aiguë et sévère de la pompe cardiaque, qu'elle soit le ventricule gauche seul ou associée à une défaillance du ventricule droit. Elle peut atteindre systématiquement la fonction systolique d'un des ventricules, associée ou non à une dysfonction diastolique. Bien sûr, après exclusion de toute hypovolémie. Celle-ci va entraîner une altération profonde de la perfusion des tissus avec une anoxie cellulaire qui est progressive, qui peut aller jusqu'à le choc profond. Pour contenir le diagnostic du choc cardiogénique, on doit rechercher 3 types de critères. D'abord, des critères de bas débit cardiaque, avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 et nécessité au recours aux amines, associés à un bas débit cardiaque ou un index cardiaque évalué soit par moyen non invasif par l'échographie ou par la méthode du cathétérisme droit, le Swan-Ganz. Associé à ces critères de bas débit cardiaque, on doit rechercher des critères de surcharge cardiaque, qu'elle soit gauche ou droite, cliniquement, biologiquement, par la radiographie ou encore une fois par l'échographie au lit du patient. Avec des critères de bas débit cardiaque et la surcharge, on doit aussi rechercher des critères de retentissement de ce bas débit cardiaque, qui sont les critères d'hypoperfusion d'organes, à savoir soit clinique par l'oligurie, la confusion, la froideur des extrémités et les marbrures, ou biologique par le retentissement biologique avec une hyperlactatémie, l'installation d'une acidose métabolique ou de défaillance d'organes, ce qu'on appelle le syndrome cardio-métabolique. La présentation clinique hémodynamique du choc cardiogénique va dépendre de 2 grands paramètres. D'abord, les signes de congestion et ensuite les signes de bas débit cardiaque périphérique ou la circulation périphérique. Et selon le tableau présenté, donc le patient peut se présenter le plus fréquemment comme un choc cardiogénique classique avec des signes de congestion pulmonaire, donc on parle de congestion humide, et des signes d'hypoperfusion périphérique, donc là on parle d'un choc humide et froid. Il peut s'agir d'un choc froid et sec, donc chez les patients qui présentent aussi des signes d'hypovolémie, donc on parle d'un choc euvolémique, comme on peut avoir un choc humide et chaud en cas de présentation avec un autre choc, association avec un choc septique par exemple, ou d'un choc vasoplégique lorsque c'est associé au choc cardiogénique, des signes de vasoplégie très importantes comme lors d'un syndrome inflammatoire de réponse systémique. Selon le moment où on va intervenir et on va poser le diagnostic de choc cardiogénique, la Société américaine de cardiologie interventionnelle a classé l'évolution de choc cardiogénique en 5 classes. D'abord, les patients qui sont à risque de choc cardiogénique, et là, c'est des patients qui ne présentent ni hypotension, ni tachycardie, ni hypoperfusion, mais ils sont à haut risque et nécessitent une attention particulière, comme par exemple les infarctus étendus. Deuxièmement, le choc cardiogénique qui est au début, donc le patient va commencer à faire des signes d'hypoperfusion, et ensuite le signe classique où on a l'hypotension avec le choc cardiogénique, la détérioration et enfin le choc cardiogénique réfractaire où aucune intervention ne peut sauver le patient. Selon le moment où on va poser le diagnostic du choc cardiogénique, le profil hémodynamique, bien sûr, va varier. Il va varier d'un patient presque normal, donc normotendu avec un index cardiaque qui est normal,
vers un état de choc débutant, donc on a des signes d'hypoperfusion, mais un index cardiaque et une fonction cardiaque qui va être préservée. Ensuite, va s'installer le choc cardiogénique classique avec des signes d'hypoperfusion et des signes de surcharge et un bas débit cardiaque. Détérioration ensuite pour arriver à un choc cardiogénique extrême où on a presque un patient qui est réfractaire à toute thérapeutique médicamenteuse. Bien sûr, pour éviter cette issue fatale, il faut intervenir le plus précocement possible pour éviter cette évolution en crescendo et diminuer la mortalité qui peut aller de moins de 5% chez les patients à risque à plus que 75% dans les états de choc réfractaires.